Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Examens officiels. Les candidats au baccalauréat C, D et TI vont reprendre les épreuves de SVT, de physique et de chimie. La ministre des Enseignements secondaires annonce également un décalage de calendrier pour les probatoires ABI, C, D, E et TI. La prompte réaction des militaires et des sapeurs-pompiers a payé à la trésorerie générale hier soir. Le bâtiment annexe de l'institution a subi les affres d'un incendie survenu vers 22h40. Le ministre des Finances était sur les lieux du sinistre. Et puis, ce samedi est journée africaine des mers et des océans. Le 20h30 vous amène sur les plages de Kribi, cité balnéaire où la mer est un réel facteur de développement touristique. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Des épreuves auraient circulé de manière frauduleuse bien avant leur programmation dans les salles d'examen. Conséquence, les épreuves de sciences de la vie et de la terre, de chimie et de physique, du baccalauréat C, D et TI sont reprogrammées pour les 3 et 4 août prochains. Le ministre des Enseignements secondaires précise par ailleurs que les épreuves du probatoire initialement prévues les 3 et 4 août se dérouleront une semaine plus tard. Entre les lignes du texte, voici la relecture de Martine Wendingue. Ils ont rangé stylos et uniformes le 24 juillet dernier. Les candidats au baccalauréat de l'enseignement général session 2020 doivent pourtant les ressortir. Ceux des séries C, D et TI principalement pour subir les épreuves de physique, sciences de la vie et de la terre et chimie les lundis 3 et mardi 4 août prochains. La nouvelle est tombée ce vendredi. Un communiqué du ministre des Enseignements secondaires, professeur Nalova Lyonga, est venu confirmer ce qui n'était jusqu'alors qu'une rumeur sur les réseaux sociaux, la fuite des épreuves dans les dites matières. L'Office du baccalauréat du Cameroun se dédouane. Cette fuite ne viendrait pas de là, car toutes les dispositions avaient été prises pour éviter ce genre de désagrément. Au siège de Mvan, place au travail. Il faut réorganiser tout pour la reprise, mais aussi gérer le décalage des épreuves du probatoire de l'enseignement général, conséquence immédiate de cette situation malheureuse. Les épreuves écrites du probatoire série A, A bilingue, C, D, E et TI débuteront donc le mercredi 5 août à 7 heures précises sur l'ensemble du territoire national. Quant aux épreuves prévues les 3 et 4 août, elles se dérouleront plutôt les lundis 10 et mardi 11 du même mois. Une enquête a été ouverte pour déceler l'origine de cet incident, mais aussi d'en débusquer les auteurs. Voilà qui est clair. Près de 24 000 candidats ont affronté les épreuves écrites du concours de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, ce matin dans 7 centres retenus. Le ministre Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative a assisté au processus de sortie des épreuves. Voici le compte-rendu de Catherine Toulo-Elanga. 3 heures du matin, avant le début du concours, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et sa délégation suivent minutieusement le processus de sortie des épreuves, de la salle informatique à la cellule de traduction, ensuite la reprographie. Pour ce concours d'entrée à l'ENAM, il faut s'assurer qu'aucune fraude ne sera possible. Les sujets sont sélectionnés à huis clos par un jury spécial qui a été mis en place à cet effet. Et ce n'est qu'après la sélection du sujet qu'il est envoyé à la reprographie, quelques minutes seulement avant le début des épreuves. Et lorsque le jour se lève, les premiers candidats commencent à arriver. Ils doivent s'arracher 70 places du secrétariat d'administration, 30 places de contrôleurs de travail et de la prévoyance sociale. En tout cas, 7 842 jeunes sont mis à rude épreuve. 7 sites ont été retenus pour le concours. Ils ont été visités par Joseph Lé. Dans sa suite, le directeur de l'ENAM et quelques responsables.
Je vous le disais dans les titres du journal, le bâtiment annexe de la trésorerie générale de Yaoundé a subi la nuit dernière les affres d'un violent incendie. L'intervention des militaires de garde et des éléments du Corps national des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire rapidement le feu. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, était sur les lieux et des mesures ont été instruites pour le remplacement du matériel endommagé. Eric Launahuna raconte. Tout est parti autour de 22h40 cette nuit du 24 juillet 2020. L'incident, l'impressionnant incendie qui s'est déclaré dans le bâtiment annexe de la trésorerie de Yaoundé. Le local abrite les services de contrôle et du traitement informatique des comptabilités matières de la région du centre. Alerté par les militaires en faction, l'engagement des sapeurs-pompiers aura finalement raison des flammes. Informé de la situation, le ministre des Finances est descendu sur les lieux. Dans la foulée, un communiqué radio-presse rassurant les usagers a été publié. À l'heure du bilan, on dénombre la destruction de matériel et documents physiques. Les dispositions ont été prises pour assurer la continuité du service. De sources concordantes, le circuit électrique du bâtiment serait à incriminer. Une enquête a été ouverte. Parlons diplomatie. L'heure des adieux a sonné pour l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, arrivé en fin de séjour. Son Excellence Hans-Peter Chadec a été reçu en audience par le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey. Les deux personnalités ont revisité les progrès réalisés dans le domaine de l'investissement, la conduite des projets et politiques publiques financés au Cameroun. Séverin Alégambélé. Le ministre de l'économie et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne se sont vus plusieurs fois, pour diverses raisons, pendant le séjour de son Excellence Hans-Peter Chadec à Yaoundé. Par contre, la rencontre de cette fin de semaine au cabinet du ministre Alamine Ousmane Mey avait vocation à dresser le bilan de la coopération entre l'Union européenne et le Cameroun au cours des 3 dernières années. Notre portefeuille de coopération est très dense et très fructueux et très marque de solidarité. Le champ de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne est assez vaste et il tient compte de l'environnement international et des spécificités de chaque partie. Un autre artisan de la coopération quitte le Cameroun. L'ambassadeur de Tunisie, arrivé en fin de séjour, est allé faire ses adieux à Célestine Ketia-Cortés, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Son Excellence Djabel Snoussi a promis d'œuvrer pour le développement des villes camerounaises, le sud à Kribi. À Kribi, l'industrie touristique doit tout à l'océan Atlantique. Nous pouvons pêcher. Nous avons des gens qui peuvent venir passer des week-ends ici à Kribi pour manger le poisson. S'il n'y a pas la main à Kribi, le tourisme ne peut pas fonctionner. Ainsi, restaurants, snack bars, cabarets, prêt-à-porter et agences de voyage ne désemplissent pas à Kribi en période normale. Les abords de la mer au sable fin et doré sont des sites touristiques très sollicités et ces espaces au décor quasi paradisiaque sont des lieux où plusieurs activités émergent. La photographie, la commercialisation des noix de coco, le marché de l'art, le tourisme balnéaire à Kribi accueille des débarcadères, des espaces de loisirs ou de restauration. Quand les gens viennent visiter, ils nagent à la main, on leur fait les belles photos. Sans l'océan Atlantique, je crois que Kribi ne serait pas vraiment ce que c'est pour lui. C'est ça qui fait l'avantage et le bonheur de Kribi. L'hôtel, c'est un atout pour nous justement d'être en face de la mer et ça profite beaucoup à nos clients. Kribi, une ville qui côtoie la mer et qui est une destination touristique mondialement connue, assortie d'un phénomène unique, les chutes de la Lobé. Le seul au monde qui se jette directement dans l'océan Atlantique et qui attire de nombreux touristes. Dans la région du sud-ouest, le tronçon routier allant de Bokwango à Bodjongo est désormais praticable. La route réhabilitée par la SOEDA, la Southwest Development Authority, a été rétrocédée à l'élite locale de Boissa. L'œuvre va faciliter le développement du bassin agricole de Boyan. Gilles-Claude Mbongetundi de CRTV Sud-Ouest nous en dit plus. Un tronçon routier oublié qui reprend de la valeur et des riverains qui roulent désormais des mécaniques face à la modernisation de leur village. Avant, c'était difficile de transporter les produits agricoles pour les vendre au marché. Mais maintenant, c'est très facile pour nous de le faire. On utilisait les motos pour aller en ville. Parfois, on n'en trouvait même pas. 10 km de chantier pour allier aisément les localités de Bokwango, Boissa, Likombe, Mapanja et Bodjongo.
Le projet a été mis en route avec la coopération des populations. On a eu la garantie de la sécurité de nos engins et nos personnels. Et nous avons travaillé ici presque plus de 2 mois, aucun incident. Un comité de développement a été installé avec en prime une enveloppe de 300 000 francs CFA et du matériel. Encourageant, mais les jeunes et autres partenaires locaux ont besoin d'un gilet de sauvetage qui leur assure une certaine sécurité dans le monde de l'emploi. Nous leur avons dit ce que le gouvernement leur offre en termes de centres de formation professionnelle. Nous avons mis à leur disposition les centres de formation professionnelle du gouvernement pour le recyclage, pour les formations à la carte. Au cours de la séance de travail qu'il a eue avec les populations à Ngaoundéré, le membre du gouvernement a réitéré sa détermination à protéger l'emploi au Cameroun. Ils ont des difficultés qu'ils ont portées à notre connaissance. Disposant de beaucoup de leviers, je leur ai fait savoir que nous ne ménagerons aucun effort pour les aider à trouver des solutions. La région de l'Adamawa sera bientôt dotée d'un centre de formation à divers métiers. La structure qui va sortir de terre sur une superficie d'environ 3 hectares vient s'ajouter à celle déjà existante dans les services déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La fin ce samedi de notre série sur les 6 mois de la régie du terminal à conteneurs. Sous l'expertise camerounaise, des performances ont été réalisées dans les secteurs de la facturation, du système d'exploitation et du chiffre d'affaires. Cependant, la RTC reste attendue sur le terrain de la réhabilitation de son matériel roulant ou encore de la fluidité d'Internet. Lucrèce Mbenga. À la vue de ces portiques de chargement et de déchargement, de ces grues mobiles et fixes, de ces riche-takers et autres straddles, on pourrait penser que tout baigne à la RTC, que non. Tous ces engins sont atteints par la limite d'âge. Ces carcasses en sont une illustration. La performance de la RTC passe donc également aujourd'hui par le renouvellement de son parc automobile et par la réhabilitation plus pointue de sa chaussée. La vétusté des équipements, il faut les renouveler. Est-ce que nous allons, si on ne le renouvelle pas, être capable de continuer à opérer avec ces équipements? C'est le véritable challenge que nous avons. Autre défi, Internet. La RTC doit pouvoir surfer sur de nouvelles vagues. Nous avons encore des améliorations à faire, notamment dans la partie sécurisation du système d'information. Quand nous aurons les serveurs qui permettront d'héberger des BIS et quand nous aurons justement mis en place la totalité de notre système, notre politique de sécurité, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on pourra atteindre 10. La régie du terminal à conteneurs est liquide quelques mois après son entrée en fonction. Un peu d'investissement rajouterait à ses performances inimaginables il y a 6 mois. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Réformes économiques et financières en zone CEMAC. Les statistiques indiquent 70,2% d'exécution en 2019. Les États membres de la CEMAC et les institutions sous-régionales ont amélioré leurs performances de réformes économiques et financières sur l'année 2019, portée essentiellement par une bonne stabilisation budgétaire, monétaire et financière. Le tableau de bord des réformes avec Marie-Laurence Nkei. L'année 2019 du train des réformes économiques et financières des États de la CEMAC et des institutions communautaires a pour asymptote le sommet extraordinaire des chefs d'État de Yaoundé en novembre 2019. Ce sommet a marqué la fin des programmes économiques avec le FMI orientés sur l'ajustement budgétaire. On ressort un taux de réalisation par rapport à l'ensemble des piliers de 60,3% des objectifs de l'année en 2018. 70,2% des objectifs de l'année en 2019. Concrètement, les avancées reposent sur l'amélioration de la qualité de la dépense publique dans les États, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'augmentation du niveau de réserve d'échange, la fusion des marchés financiers. 2019 est également l'année de nombreux acquis. L'application de nouveaux cadres de surveillance multilatérale, la mise en place d'un dispositif d'alerte précoce
des déséquilibres macroéconomiques, la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion des finances publiques. Évalué en début d'exercice 2019 à plus de 27 milliards de francs CFA, c'est un budget dont le taux des réalisations se trouve fortement aujourd'hui impacté par la pandémie du coronavirus. En effet, du fait des du Conseil de communauté passe de 37 à 32 milliards de francs CFA. La session a également permis à Luc Messia Tangana de faire le point sur le fonctionnement de la communauté urbaine de Yaoundé, notamment la nouvelle dynamique impulsée par l'exécutif. Il a promis d'être toujours disponible au service des 77 grands conseillers de cette communauté. Le point de la riposte nationale contre le coronavirus, la peur de l'hôpital a gagné les populations de la région de l'Ouest. 60% de malades du coronavirus meurent en zone extra-hospitalière. Allons confirmer toutes ces informations avec notre correspondant au Centre des opérations des urgences de santé publique. Évariste Yenga, vous recevez ce soir le docteur Chimoun Daouda. Il est le délégué régional de la santé publique pour la région de l'Ouest. Bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine Omar. L'état de santé de la riposte nationale contre la pandémie du coronavirus dans le Cameroun profond était le diagnostic du point de presse quotidien de ce soir. On s'arrête dans la région de l'Ouest puisque nous sommes samedi pour apprécier l'évolution. Nous recevons pour cela le délégué régional du ministère de la Santé publique, le docteur Chimoun Daouda. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Et merci d'avoir accepté cet entretien. La région de l'Ouest est classée troisième foyer de l'épidémie. Que retient-on des actions menées en faveur de la riposte dans cette région? On retient que le 18 mars 2020, nous avons enregistré notre premier cas dans la région de l'Ouest et que notre système de gestion des incidents a été activé le 21 mars 2020 dans la région. À partir de cet instant, nous avons commencé à mener la riposte dans toute l'étendue de la région de l'Ouest. Nous tenions 2 réunions du quotidien et la situation globale en ce jour se présente comme suit. Nous avons dépisté 8059 personnes. Nous avons enregistré 1043 positifs, 644 guéris, 387 cas actifs, 60 décès, dont 134 personnels de santé actifs et 3 décès également. Pour ce qui est de la situation des districts de santé, tous les 20 districts de santé de la région de l'Ouest sont en épidémie, mais il y en a 6 où la transmission est communautaire. C'est entendu, monsieur le délégué, c'est entendu, on a suffisamment d'éléments pour se faire une idée de la riposte dans votre région. Dites, 60% des décès interviennent en zone extra-hospitalière. Qu'est-ce qui explique cette peur de l'hôpital dans votre région? Effectivement, c'est réel. La majorité de nos patients meurent en extra-hospitalier. C'est le fait d'un double fait de stigmatisation. D'abord, stigmatisation des patients des patients Covid-19 par la population, ce qui amène les populations dans le déni. Les gens préfèrent mourir que d'accepter un test de Covid positif. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, maintenant, il y a que les populations stigmatisent les formations sanitaires actuellement. Pour eux, quand quelqu'un s'y rend, tous les cas de maladie sont devenus Covid positifs. Là, on vous prend, on vous met en quarantaine 2 semaines, parfois vous mourrez et puis on ne remet plus votre corps à la famille. Donc voilà la conjugaison de tous ces facteurs-là qui fait que les gens arrivent avec des cas compliqués pour ceux qui arrivent et puis décèdent généralement dans les 24 heures, sinon dans la communauté. Merci, monsieur le délégué. Cet entretien vient de s'achever. Merci d'avoir été l'invité du direct de ce soir. Samedi prochain, on sera dans une autre région. On mettra le cap dans la région du Soleil Levant. C'est à Berthois. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Merci également à votre invité pour toutes ces informations. Le rendez-vous est bien noté. La communauté Baka de Syrie, dans l'arrondissement de Mindourou, département du Oignon, est parée contre le Covid-19 grâce à la coordination des élites de Mindourou qui leur a remis du matériel anti-Covid-19 constitué de gel hydroalcoolique, de cache-nez et de savon. Les détails avec Étienne Pascal Azeke. Les Pygmées Baka font partie de 4 groupes sociologiques de l'arrondissement de Mindourou. Ceux qui sont considérés comme les premiers habitants du Cameroun
ont été initiés à la pratique des gestes barrières contre le Covid-19, notamment le port correct du masque. Notre engagement est celui aussi d'accompagner toutes les bonnes volontés qui veulent se manifester aux côtés du gouvernement afin donc de barrer la route à cette pandémie. Nous devions aider l'État à mener mieux ses actions. Nous, dans la tradition et la communauté traditionnelle. La coordination des herboristes de Mindourou vient ainsi renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus au sein de cette communauté, mais également en milieu scolaire, comme Sophie Loka, au lycée bilingue de Mindourou. Le génie militaire anticipe dans la lutte contre le terrorisme et monte au front contre le phénomène des engins explosifs improvisés. Des officiers, 275 au total, viennent d'être formés à la maîtrise de ces engins à Douala. Un stage au terme duquel des parchemins leur ont été remis. Léon Bertrand, en effet de CRTV Littoral pour les détails. 6 ans déjà que l'île terroriste rôde autour du Cameroun. Dans l'extrême nord du pays et les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des groupuscules d'extrémistes se sont constitués, mettant en mal la paix et la sérénité des populations. Dans leurs actes pernicieux, ils ont recours aux engins explosifs improvisés pour semer la mort, la destruction et la désolation. Pour venir à bout de ce phénomène, le génie militaire, sur instruction du haut commandement, vient de former 275 élèves officiers de la 38e promotion de l'EMIA, baptisée Paix et Unité, en la maîtrise des EEI. Au bout d'un mois de stage passé au centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie, ils sont désormais aptes à détecter et désamorcer les mines et les grenades sur les théâtres d'opération. La menace est partout. Ils ont été très disciplinés. Quand on est discipliné, on apprend beaucoup. Ils se sont beaucoup investis. On n'apprend pas sans difficulté. Un engagement à mettre ses connaissances en pratique en toutes circonstances, suivant l'appel du devoir et de la nation. Le département des arts, du spectacle et cinématographie de l'Université de Yaoundé 1 s'enrichit d'un nouveau doctorat PhD. Une mention très honorable avec les félicitations du jury a été décernée aux travaux de Dieudonné Assougué Alaka. Le jury était présidé par le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Étienne Pascal Azégué. Ici en projection, un film documentaire produit par un cinéaste africain. Le contenu et la qualité des images sont loin de refléter la réalité sur le continent. Le plaidoyer de ce candidat au doctorat PhD en art du spectacle et cinématographie est d'avoir un spectacle plus réluisant de la réalité sur le continent. Si je viens filmer Yaoundé pour montrer que Yaoundé est propre, l'autre viendra filmer pour montrer que Yaoundé est sale. Donc on a deux visions différentes et nous nous plaignons tout le temps que la vision que l'Europe a de nous, elle est négative. Il faudrait donc que nous mettons en place notre propre vision. La thèse fait face aux remarques du jury constitué d'éminents enseignants. Au terme du choc des idées, la sentence tombe. Mention très honorable avec les félicitations du jury. Nous avons primé cette innovation, tant au niveau de l'institution, à savoir l'Université de Yaoundé 1, qu'au niveau du candidat. Ces travaux de recherche pourront aboutir à la formation plus accentuée dans la cinématographie au Cameroun. Au-delà des frontières nationales, nous parlons ce soir de la confusion qui semble s'installer dans les esprits au sujet de la lutte contre le Covid-19 à Madagascar. Alors que le ministre de la Santé malgache appelle à l'aide à la communauté internationale, le gouvernement, lui, se dit concerné par cet appel à l'aide. La page étrangère est signée Séverin Alégambélé. Il y a tout pour se poser des questions sur les motivations réelles du ministre de la Santé malgache. Dans une lettre qui a fuité dans la presse, il demande à la communauté internationale de se pencher sur le cas de son pays en envoyant de l'aide. Il souhaite obtenir précisément 337 respirateurs, des bouteilles d'oxygène, plus de 2 millions de masques chirurgicaux, des paires de gants et des surblouses. La démarche jugée inhabituelle suscite beaucoup d'interrogations du côté des autorités publiques locales. En tout cas, la présidence malgache a tout de suite désavoué le courrier du ministre de la Santé publique, se disant consterné de l'appel à l'aide internationale. L'exécutif malgache souligne que l'appel du ministre de la Santé publique est une initiative personnelle prise sans concertation avec le gouvernement. Pour le grand public et la communauté africaine, cette confusion entretenue dissipe l'espoir suscité autour de la tisane à base de plantes baptisée Covid-19 Organics. Sur la situation épidémiologique, il est à rappeler que Madagascar compte un peu plus de 8000 cas confirmés de Covid-19, dont 69 décès.
dans la grande île de l'océan Indien. On attend le pic de l'épidémie pour la fin du mois d'août 2020. Ce communiqué Radio Presse qui nous parvient, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, porte à la connaissance de l'opinion publique en date du 24 juillet. Vers 22h40, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment annexe de la Trésorerie générale de Yaoundé, bâtiment annexe abritant les services de contrôle et du traitement informatique des comptabilités de la circonscription financière régionale. Grâce à l'intervention prompte des militaires de garde et des sapeurs-pompiers appelés par ces derniers, l'incendie a été maîtrisé vers 0h20. Le constat a fait état de la destruction d'un certain nombre de matériels et de documents physiques. Des mesures sont en train d'être prises pour un remplacement des principaux matériels et équipements, ainsi que du rétablissement par les services compétents de Eneo du circuit électrique. Une enquête par les services compétents permettra de déterminer les causes exactes de cet incendie. Enfin, le ministre des Finances tient à rassurer l'opinion et plus particulièrement les usagers de la circonscription financière du centre que toutes les dispositions sont prises pour une reprise normale des activités le lundi 21 juillet 2020. Signé du ministre des Finances Louis-Paul Motazé. Fin du journal, préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azegué et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous.